Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, il y a 4 chaises avec 5 intervenants, mais il y a une chaise haute qui permet de remplir les fonctions. Et moi, je reste debout pour pouvoir justement circuler dans cet amphithéâtre. Alors, comme vous l'avez vu, la table ronde de cette plénière est intitulée « Internet et vulnérabilité ». On a eu le plaisir d'entendre la Fondation AFNIC pour la solidarité numérique et un certain nombre de projets qui nous ont été présentés. Et l'importance qu'il y a de mettre ces vulnérabilités au cœur du débat sur Internet et sur son évolution, la capacité d'avoir une éducation au numérique de qualité, d'avoir réellement un travail de fond et un travail entre les parties prenantes sur la notion d'inclusion numérique et sur les modalités de gouvernance du numérique. Et j'ai autour de moi 5 intervenants qui, justement, sont là pour nous aider à y répondre. Alors, la question d'Internet et des vulnérabilités, on l'a vécu particulièrement ces dernières années. Comme vous l'avez vu à l'occasion de la crise sanitaire, on s'est rendu compte que les vulnérabilités, ce n'était pas simplement la question de l'accès à Internet, c'était plus que ça. Donc, ce n'était pas simplement la question de l'accès à Internet, c'était plus que ça. Nous avions de plus en plus de questions qui se posaient sur les modalités et sur l'évolution d'Internet, de la même manière que sur, bien entendu, les modalités de l'inclusion numérique. Alors, j'ai autour de moi un certain nombre d'intervenants prestigieux, dont vous voyez à l'écran les institutions et les noms: Lucille Petit de l'ARCOM, Vincent Lewandowski du Défenseur des droits, Xavier Delporte de la CNIL, Jean Catan du Conseil national du numérique et Chani Benwalid de l'ADILCRA. Alors, je propose tout d'abord de passer la parole à Xavier Delporte pour qu'il nous présente justement le travail de la CNIL sur ces questions, notamment sur les questions d'éducation, sur la manière dont la CNIL voyait les publics, l'évolution de la relation avec Internet. Xavier, vous avez la parole. Merci beaucoup, Lucien. Bonjour à tous et merci au FGI France de nous donner l'occasion de nous exprimer sur ce sujet d'Internet et vulnérabilité. J'étais un peu questionné par le titre vulnérabilité, comme vous le voyez, qui est au singulier. On aurait pu le penser au pluriel et parce que beaucoup de vulnérabilité. Nous, je pense que mes camarades aussi ont plutôt vous parler de de la vulnérabilité des utilisateurs et des usagers d'Internet. Et effectivement, depuis longtemps, la CNIL s'intéresse à ce sujet-là. Déjà, pour une raison toute simple, c'est que là, je suis désolé, je vais faire un tout petit peu de droit. On est principalement une institution juridique, même si de plus en plus technique, mais l'article 1er de la loi informatique et liberté, qui date de 1978 et qui fête cette année ses 45 ans, dit que l'informatique doit être au service de chaque citoyen. C'est bien ça qui conduit nos actions. Et les citoyens qui utilisent l'informatique, et depuis plus de 20 ans maintenant, Internet, ne sont pas tous égaux vis-à-vis de ces outils-là. Il y a eu une étude très récente sortie par l'INSEE qui dit qu'il y a 15% de la population française qui est en situation d'illectronisme pour de multiples raisons. On a des publics qui sont très variés et nous, on s'est beaucoup intéressé aux jeunes, aux mineurs. Et depuis 10 ans, la CNIL fédère et anime un collectif qui s'appelle EduCNUM, dont l'AFNIC est membre. La DILCRA va bientôt rejoindre d'ailleurs. Il s'agit d'aller sur le terrain, d'aller vers, comme on dit maintenant, c'est un petit peu à la mode, et d'aller rencontrer les jeunes, les écoliers. Ce qu'on voit, c'est que les pratiques sont évidemment très intenses, dès maintenant 8-9 ans, sur Internet, notamment via les réseaux sociaux. Mais que ça évolue très très vite en fonction de l'âge des enfants, et que ce qu'un enfant de 9 ans fait sur un téléphone, une tablette ou la télé qui est maintenant connectée,
C'est évidemment pas la même chose que ce que fait un lycéen qui a 17 ans. Donc on essaye déjà de comprendre quels sont leurs usages, quelles sont leurs difficultés et surtout quelle est leur compréhension de ce qu'est Internet. Et alors on dit souvent, les jeunes générations, ils sont nés avec le numérique, ils sont nés avec Internet, ils maîtrisent tout ça très très bien. La réalité, c'est qu'ils maîtrisent très très bien certains usages de certains outils et qu'en réalité, ils ne connaissent pas et ne comprennent pas comment ça fonctionne. Ce qui les conduit à avoir bien souvent des pratiques à risque. Et c'est en ça qu'ils deviennent vulnérables. Ils deviennent vulnérables évidemment au cyberharcèlement qui fait régulièrement la une de la presse maintenant, mais aussi à la désinformation, mais aussi à la manipulation. Vous avez peut-être déjà entendu parler des bulles de filtre, etc. Donc, il y a un enjeu fort d'éducation au numérique et à Internet auprès des jeunes. Déjà, nous, quand on leur dit qu'Internet, en fait, c'est physique, c'est du matériel. Voilà, quand c'est excellent dessin, bravo. Voilà, quand on explique aux jeunes qu'Internet c'est physique, ils sont souvent très étonnés. Ils ne savent pas qu'il y a des câbles sous-marins, les salles serveurs et les gros data centers, ça leur parle pas beaucoup. Et ils ont du mal en fait à imaginer que tout ce qu'ils font, bien souvent, est public, réellement public, là où ils pensent ne parler qu'à leur communauté, à leurs amis, à leur famille, ça va bien au-delà. Donc il y a un vrai sujet d'éducation, parce que aussi les jeunes sont les citoyens de demain et les salariés de demain. Mais évidemment, on ne peut pas se contenter de s'occuper des jeunes. Donc on essaye aussi de s'occuper des adultes, ce qui est compliqué, évidemment, puisque là aussi, les situations sont extrêmement diverses et variées. Et on a alors, petit à petit mis en place différents dispositifs. On a évidemment notre site web où il y a beaucoup d'informations, évidemment sur la protection des données, parce que c'est notre cœur de métier, mais de manière un petit peu plus générale aussi, pour essayer de faire comprendre ce que regroupe Internet, comment ça fonctionne. On a un centre d'appel, c'est-à-dire qu'on a des agents de la CNIL qui, chaque jour, au téléphone, répondent à des professionnels ou à des particuliers qui ont souvent des connaissances très, très variées des sujets d'Internet. Et c'est extrêmement précieux. C'est très aussi curieux d'écouter des gens qui vous appellent en vous disant qu'ils ne comprennent pas pourquoi quelque chose qu'ils ont écrit sur un blog, ça se retrouve quand ils tapent leur nom sur un moteur de recherche. Voilà, donc il y a effectivement tout un travail encore. Voilà. Internet s'est fortement démocratisé. En France, ça coûte pas très cher par rapport à beaucoup d'autres pays d'avoir accès à Internet. Mais c'est pas parce que les gens ont accès qu'ils connaissent et qu'ils comprennent comment ça fonctionne. Voilà. Donc l'éducation des enfants et puis l'éducation après tout au long de la vie. Je crois que j'ai déjà beaucoup trop parlé. Donc je vais m'arrêter là pour l'instant. Merci beaucoup Xavier. Alors en effet, Internet, on le voit d'ailleurs assez bien ici, présent tout autour de nous, tout autant physiquement que plus ou moins en sans fil. Donc ça dépend effectivement des infrastructures qui ne sont pas installées. Sous nos pieds, du câble réseau, des routeurs tout autour de nous, au-dessus de nous, avec des constellations de satellites. Et la perception de ce qu'est Internet, et il y avait un atelier tout à l'heure sur la fragmentation justement d'Internet, la perception même de ce qu'est Internet est tout à fait pertinente en ce sens, puisque l'on pose la question et on a de très nombreuses réponses différentes. Ça m'amène à me tourner vers vous, Vincent, pour nous dire deux mots justement. On parlait de vulnérabilité. Comment le défenseur de droit l'appréhende-t-il? Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler ce que fait le défenseur des droits? Je vais le faire avec plaisir, ce d'autant que j'appartiens à une maison qui a été créée pour les usagers et qui, malheureusement, est encore une des maisons les moins connues de France et de Navarre. D'abord, merci de nous avoir invités. Et très rapidement, le Défenseur des droits est une maison un petit peu complexe, qui est extrêmement récente, qui a été créée alors constitutionnellement en 2008, mais là, je sens que je suis en train de tous vous perdre. Mais 2011, pour dire les choses très directement vrai de vrai, c'est-à-dire lorsque plusieurs anciennes maisons se sont réunies
la HALD, le médiateur de la République, le défenseur des enfants et la Commission nationale de déontologie de la sécurité se sont réunis sous l'égide d'une seule et même bannière, à savoir le défenseur des droits. Alors, en fait, le défenseur des droits a 5 champs de compétences, mais je m'arrêterai que sur un seul champ de compétences, qui est celui qui nous intéresse aujourd'hui. C'est un champ de compétences qui intervient dans la défense des usagers en matière de services civiques. Formulé différemment, le défenseur des droits est compétent pour que les administrations, c'est-à-dire l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics ou toute personne privée qui s'est vu confier une mission de service public respecte le droit. Une fois qu'on a dit ça, je n'ai pas encore expliqué quelle était l'activité du défenseur des droits. Elle est très simple. Pour être très schématique, c'est 2 grands blocs. Un premier bloc qui consiste à recevoir les réclamations des gens qui ont un problème avec l'administration, et notamment l'administration numérique, je vais y venir dans un instant. Et d'autre part, à faire de la promotion de l'égalité. Qu'est-ce que c'est que la promotion de l'égalité? C'est tout simplement faire bouger les lignes. C'est ce que je suis en train d'essayer de faire là, maintenant, avec vous, ou à la faveur des différents travaux qu'on a portés sur la dématérialisation des procédures administratives et le risque de voir un certain nombre d'usagers s'en éloigner. Un tout petit mot, et je promets que je rentre dans le vif du sujet, sur notre organisation. On est évidemment présent sur Paris, mais on est également présent, et ce n'est pas complètement anodin comme propos, on est également présent dans les territoires, dans 990 points d'accès au droit, alors qui peuvent être des espaces France Service, qui peuvent être des mairies, des préfectures, des maisons d'accès au droit, y compris des... Pardon ? Tout à fait, les espaces France Service, oui, tout à fait. Mais également des centres pénitentiaires, où nous recevons en présentiel des usagers qui rencontrent des difficultés dans l'exécution de leur démarche administrative, ce qui, à l'heure du recul de la présence physique des services publics, n'est pas complètement anodin. Alors, ces 6 messages que je m'apprête maintenant à porter devant vous, alors est-ce que vous voulez que je les développe tout de suite ou est-ce que vous voulez que je les développe dans un deuxième temps? Dites-le moi, Lucien. Moi, je peux continuer. Les 6 messages sont très simples. Le premier message, c'est que, premier point, le DDD n'est évidemment défenseur des droits, pour l'acronyme défenseur des droits, n'est évidemment absolument pas hostile à la dématérialisation des procédures administratives, ni au numérique. Ça va sans dire. Il n'est ni l'ayatollah de la contre-dématérialisation, ni le Torquemada de la contre-dématérialisation. Bien au contraire, il est bien conscient de tout le bien que peut apporter Internet, que tout le bien que peut apporter la numérisation, la dématérialisation des procédures administratives. Seulement, il reçoit des réclamations, 126 000 cette année, et à la faveur de ces réclamations, il a plutôt tendance à voir le verre côté vide, c'est-à-dire ce qui ne fonctionne pas, et donc à porter à l'attention des pouvoirs publics ce qui ne fonctionne pas. On porte rarement à l'attention des pouvoirs publics ce qui fonctionne. Alors, c'est mon premier message. Le deuxième message, c'est que malgré tout le positif que le défenseur des droits observe avec le numérique, il observe néanmoins que beaucoup de gens demeurent encore sur le côté de la route. Je pourrais y revenir tout à l'heure à l'occasion des échanges si vous le souhaitez. À l'occasion d'un premier rapport qui a été rédigé par le défenseur des droits en 2019, on parlait alors de 13 millions de personnes qui rencontrent à un moment donné un problème avec le numérique, avec la réalisation de démarches administratives numériques. Aujourd'hui, il n'y a pas de chiffres incontestés sur les personnes qui sont en marge. On parlait l'année dernière de 35% de la population qui rencontrait à un moment, à un titre ou à un autre, une difficulté pour réaliser une démarche administrative. Aujourd'hui, on serait sur 31%. Je ne dis pas de personnes qui ne peuvent pas, je dis qui rencontrent à un moment ou à un autre une difficulté pour réaliser une démarche administrative. Ce qui m'amène à un troisième message, qui sont qu'en 2019, on a donc sorti un premier rapport, d'abord pour appointer la problématique du numérique à une époque où il fallait dématérialiser extrêmement rapidement, ça obéissait à une volonté politique, et on a sorti 35 recommandations qu'on a tenté de promouvoir le mieux possible. Je ne vais évidemment pas les décliner maintenant. La plus importante, me semble-t-il, à l'époque, était l'accueil omnicanal, c'est-à-dire que
on souhaitait que, alors même on était sur un objectif de 100% dématérialisation des procédures administratives, on maintienne un accueil multicanal, c'est-à-dire le téléphone, l'accueil physique quand c'était possible, sans nier la nécessité du numérique qui, à l'époque, on en avait déjà conscience, permettait à 90% de la population d'être extrêmement satisfaite, de faciliter les démarches, de ne plus avoir à se déplacer, par exemple quand on est en situation de handicap, mais j'en passe et des meilleurs. Aujourd'hui, où est-ce que l'on en est? On a sorti un second rapport l'année dernière, qui évidemment n'est pas le même qu'en 2019, c'est un rapport de suivi. L'idée était de dire qu'est-ce qui a avancé, qu'est-ce qui n'a pas avancé, et quel chantier doit être encore mis sur le métier. 2022, les choses ont évolué, 2022-2023, les choses ont évolué, ne serait-ce que notre rapport, j'entends du point de vue de l'usager du service public à l'administration numérique a fatalement évolué. Je ne reviens pas évidemment sur la crise sanitaire, mais qui a totalement muté le rapport à l'administration numérique, puisque là, on s'est aperçu que cette administration numérique avait permis de maintenir le lien avec les usagers. Premier point. Deuxième point, le taux d'équipement, vous le savez toutes et tous dans cette pièce, augmenté. Mais malgré tout, on continue d'avoir de nombreuses personnes qui n'y arrivent pas, malgré les plans d'inclusion numérique, malgré les différents dispositifs qui ont vu le jour. On parlait tout à l'heure de France Service, on peut parler des passes numériques, enfin de plein de dispositifs qui ont vocation à aller vers, pour reprendre ton expression, les personnes qui ont des difficultés avec le numérique, et on continue d'avoir de nombreuses réclamations de gens qui n'y arrivent pas, soit qui n'y arrivent pas seuls, soit qui ont besoin d'un soutien pour y arriver. Alors, mon cinquième message, c'est ou mon quatrième d'ailleurs, mais je serai très bref, c'est de dire que, en fait, le numérique, j'enfonce un peu une porte ouverte, mais quand on réalise des démarches administratives, on a toutes et tous des difficultés pour les réaliser. Or, on n'est pas comme dans la situation, lorsqu'on est usager d'un service public, on n'est pas dans la situation où moi, je peux échanger, par exemple, si je suis abonné à Free ou que sais-je, n'importe quel opérateur Internet, je peux changer d'opérateur. Je suis usager d'un service public, je n'ai pas la possibilité de changer d'opérateur. Donc, lorsque l'administration décide de passer un objectif de 100% de démarches administratives dématérialisées, eh bien, de fait, j'exclus un certain nombre de personnes qui ont des difficultés avec le numérique. Alors, je le disais, combien de personnes? À peu près 31% de la population qui sont plus ou moins exclues, certaines totalement, d'autres moins. Mais enfin, il y a un constat qui nous concerne toutes et tous, c'est que en faisant ça, l'administration inverse finalement la charge de ce qu'elle doit assumer. C'est-à-dire qu'il appartient à l'usager de s'équiper, il appartient à l'usager de se former, il appartient à l'usager de ne pas commettre d'erreur, parce qu'il peut se retrouver en situation d'indu. Lorsqu'on commet une erreur, on peut percevoir une prestation et ce qu'on a perçu alors qu'on n'y avait pas le droit, il faut le rendre à un moment donné. Sauf que quand on est en situation de précarité, rembourser des sommes importantes ou qui peuvent sembler à d'autres moins importantes, ça peut mettre des personnes en situation de précarité ou les pousser vers la précarité. Et donc tout ça, ce sont des choses que l'on souligne dans notre rapport. Alors, ce que l'on souligne aussi, c'est qu'il y a des personnes qui sont, et vous l'évoquiez, tu l'évoquais d'ailleurs également tout à l'heure avec les jeunes, il y a des personnes qui, en plus, cumulent les critères de précarité ou rencontrent des difficultés encore plus importantes. Alors, il y a évidemment les personnes d'origine étrangère, qui peinent évidemment, alors qui sont pour l'énorme majorité toutes et tous équipés, mais qui pour autant peinent pour moult raisons, maîtrise de la langue française, maîtrise du langage administratif, mais aussi difficulté d'accéder à des prises de rendez-vous en ligne parce que le numérique renforce quand même les critères de difficulté. On pensait aux jeunes qui peuvent tweeter toute la journée, mais qui pour autant ont des difficultés à remplir un formulaire numérique. Je pense aussi aux personnes en situation de handicap. L'année dernière, on était à 40% de sites publics qui étaient accessibles. Ça veut dire que si j'intervertis la statistique, 60% des sites publics ne sont pas accessibles aux personnes en situation de handicap. On est sur des chiffres 2022. Je n'ai pas pu, ce qui n'est pas très bon signe, obtenir les chiffres 2023. C'est-à-dire que si je suis
situation de handicap, j'ai, à ce jour, 60%, donc plus de la moitié des sites publics, qui ne me sont pas accessibles. Et je pourrais, mais je ne suis pas exhaustif, parler également des personnes qui ont été privées de la liberté d'aller et venir, qui, bien qu'étant enfermées, ne sont pas privées de l'intégralité de leurs droits et libertés publiques à caractère fondamental, et qui doivent pouvoir exercer des démarches, ne serait-ce que pour préparer leur sortie. Alors, une fois que j'ai dit ça, tout ça c'est super, mais enfin, quelles sont les recommandations ? Les recommandations sont multiples, et c'est mon dernier message. Tout d'abord, c'est que, du point de vue du défenseur des droits, pareil, j'enfonce encore une fois une porte ouverte, mais enfin, de temps en temps, ça fait du bien de le rappeler, c'est que l'administration numérique, pour être déployée, ne peut pas être déployée s'il s'agit de faire des économies budgétaires ou s'il s'agit de faire des gains de productivité. Elle doit s'inscrire dans un temps long et dans une démarche volontariste. Une fois que j'ai dit ça, le rapport de 2019 porte, et je sens que j'ai éclusé mon temps de, mais c'est pour ça que j'ose absolument pas vous regarder dans les yeux et que je biaise pour regarder droit devant. C'est une stratégie d'évitement, mais totalement assumée. C'est très moche que je fais, j'en ai bien conscience. Quelques recommandations, il y en a 36, il y en avait 35 en 2019, il y en a 36 en 2022, dont certaines sont très simples, mais compliquées à mettre en œuvre encore aujourd'hui, comme le fait, je le disais tout à l'heure, de préserver plusieurs modalités d'accès aux services publics, mais également le fait de donner la possibilité de revenir à tout moment à l'usager sur la faculté de une fois qu'il a entamé un échange dématérialisé, mais sur la possibilité pour l'usager de revenir sur cet échange dématérialisé et d'avoir la possibilité de repasser au papier s'il le désire. De même, la possibilité de lui garantir un droit de rectification. Le droit à l'erreur est un droit qui était consacré par la loi, mais qui est un des droits les moins connus dont on dispose toutes et tous. Or, les gens et notamment les personnes en situation de vulnérabilité, ont extrêmement peur de commettre des erreurs pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, à savoir le fait de se retrouver soit en situation où on supprime les droits, et donc de rupture de droits, soit en situation d'indu. De même, autre recommandation, et c'est promis, je m'arrête, mais je pourrais en évoquer d'autres tout à l'heure à l'occasion de nos échanges, le fait d'adapter l'ergonomie des sites et de l'adapter... faire en sorte, pour dire les choses très trivialement, que les sites publics ne changent pas tous les 6 mois, pour que, une fois que les personnes qui ont des difficultés, et que leurs accompagnateurs, devrais-je dire, qui ont des difficultés avec le numérique, commencent à maîtriser le site, que 6 mois après, ceci ne soit pas remis en cause, et notamment pour les travailleurs sociaux, d'ailleurs, qui accompagnent les personnes en situation de difficulté, et ce qui occasionne ou ce qui crée une difficulté supplémentaire. Et là, c'est promis, je me tais. Merci beaucoup, Vincent. Alors, qui n'a pas connu de difficultés en remplissant effectivement un formulaire administratif dans sa version numérique ou parfois dans sa version papier, s'il existe parfois un peu de différence entre les deux. Alors, on a ces derniers temps de très nombreux débats sur la protection de l'enfance, les textes européens, tout comme au niveau national, sont foisonnants. Alors, j'aurais voulu donner la parole à Lucille Petit, donc de l'Arcom, pour déjà peut-être nous rappeler ce que fait l'Arcom. Comment, Lucille? Alors, que fait le CSA maintenant? Que fait l'Arcom? Donc, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup d'avoir invité l'Arcom à participer à cette table ronde qui, effectivement, je suis d'accord avec Xavier, le titre avait un petit côté un petit peu colle de philo. Vous avez 6 heures. Donc, alors, l'Arcom en matière de numérique. On est, alors... l'Arcom est donc, comme vous le savez, la fusion du CSA et de l'ADOPI depuis un an et demi maintenant. Traditionnellement, côté CSA notamment, l'Arcom régule toujours les éditeurs de services de télévision, de radio, les éditeurs audiovisuels. Depuis 5 ans maintenant, le législateur a confié à l'Arcom des compétences en matière de régulation des grandes plateformes en ligne. Et sur des sujets assez spécifiques qui sont notamment le plus ancien, la façon dont les grandes plateformes en ligne, donc pour le dire vite, les réseaux sociaux, luttent contre les risques. Le terme de risque n'est pas dans la loi de 2018 et dans le DSA, mais j'anticipe. Les risques en matière de diffusion de fausses informations sur les plateformes. De manière assez générale,
quand on pense à vulnérabilité des utilisateurs, c'est comme ça en tout cas que je vois l'intervention que peut avoir l'Arcom sur le sujet, vulnérabilité des utilisateurs vis-à-vis de leurs pratiques et de ce qu'ils peuvent voir, trouver sur les réseaux sociaux, on se rend compte, enfin voilà, je vais enfoncer une porte très grande ouverte, mais que finalement, les problèmes qu'on trouve sur les réseaux sociaux sont des problèmes qui préexistaient. Le harcèlement, la désinformation, les problèmes de protection des mineurs, voilà, la liste est très longue, préexistaient, mais en quelque sorte, les réseaux sociaux leur permettent de se déployer de nouvelles façons, on va dire, avec une complexité qui est plus haute du fait là aussi la liste à la Prévert, économie de l'attention, qui sont, qui est le fonctionnement même des réseaux sociaux, enfin la plupart, les questions, la viralité des contenus, la mise en réseau, la masse de contenus et de personnes qui peuvent interagir de façon très immédiate et très rapide entre eux, le pouvoir de l'image, et le fait que c'est aussi un endroit, c'est pas un problème, mais c'est un endroit où on agit, contrairement aux médias audiovisuels qui viennent et avec lesquels on n'interagit pas, et on n'interagit pas avec des utilisateurs sur les médias audiovisuels. Donc, cette régulation, elle est fondamentalement différente de celle des médias audiovisuels, parce qu'en fait, il s'agit non pas de regarder les contenus, et là, peut-être je le rappelle, même si c'est, je pense que tout le monde l'a en tête, mais la régulation des réseaux sociaux n'est pas une régulation des contenus par l'Arcom sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que si on nous saisit en nous disant ce contenu est problématique, merci de dire à un tel ou un tel, telle ou telle plateforme de l'enlever, non, enfin, le législateur n'a pas prévu ça, il a prévu encore une fois que un petit peu dans un état d'esprit tel que le droit de la compliance, si on peut rapprocher ça, qui est en fait de dire voilà, l'opérateur de plateforme prend des mesures pour atteindre un objectif, qui est l'objectif, en l'occurrence, je prends la lutte contre la manipulation de l'information parce que c'est celui qu'on a pratiqué depuis le plus de temps, vu que c'est le plus ancien en termes de compétences, et qui donc va dire, voilà, l'opérateur du réseau social prend des moyens, je vais en citer quelques-uns pour que ce soit plus concret, pour lutter contre les risques de manipulation de l'information. Là où ça revient, enfin, à vulnérabilité, c'est que quand on pense par exemple au complotisme, on est sur des choses où clairement, enfin je ne fais pas de dessin, le réseau social peut être un endroit où les utilisateurs peuvent devenir assez vulnérables face à certains contenus. Donc la plateforme, je reviens là-dessus, prend des moyens et l'Arcom vient a posteriori, de toute façon, toujours une action a posteriori quand il s'agit de régulation de la communication, vient a posteriori juger de la suffisance, enfin, de l'efficience de ces moyens. Encore une fois, il ne s'agit pas d'aller regarder s'il reste des fausses informations sur les réseaux sociaux. On est sur une telle masse de contenu, il s'agit de contenu mis en ligne pour la plupart par des utilisateurs privés. Donc, c'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment de regarder comment est-ce que la plateforme va gérer les risques. Donc, ça va réduire, prendre des mesures pour réduire les risques et pour les gérer si jamais quand elle les repère. Donc, ça va être par exemple de permettre une modération en mettant en place un outil de signalement qui permet de signaler des contenus problématiques, et en même temps en mettant en place un outil de signalement qui soit clair, accessible à l'utilisateur, parce que là aussi, derrière nos bureaux et en travaillant sur le sujet toute la journée, ça nous paraît limpide, mais pour un utilisateur, faire un signalement et ensuite, le cas échéant, faire un recours si le signalement n'a pas été traité à son goût, c'est pas toujours quelque chose de très évident sur une plateforme. Donc, il y a aussi la question de garantir l'accessibilité et la clarté, que les règles soient claires, hein, notamment dans les conditions générales d'utilisation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'interdit pas la plateforme, et qu'elles soient claires aussi en matière de liberté d'expression. Et ça, c'est quelque chose qui est très important dans le dispositif, c'est que côté Arcom, on va regarder à la fois si les moyens sont là et si les moyens ne sont pas, et en même temps si les moyens ne sont pas disproportionnés. Si la plateforme ne va pas, interdire tout contenu qui traiterait, je ne sais pas moi,
prendre un exemple un peu pas trop problématique. Enfin, ça l'est forcément quand on parle de manipulation d'informations, mais tout contenu qui parlerait du vaccin contre le Covid et qui serait contre le vaccin contre le Covid. Non, l'idée n'est pas de tout interdire. En revanche, de traiter les problématiques avec proportion. Et de la même façon, dans les conditions générales d'utilisation, que l'utilisateur sache ce qu'il risque, dans quel processus, c'est-à-dire qu'il va se faire avoir un avertissement d'abord, puis un deuxième avertissement, puis un troisième, puis éventuellement une suspension, etc. Mais que la règle du jeu soit claire. On a aussi des moyens qui peuvent être des moyens plus positifs. On va dire que la modération, qui vont être le travail avec les fact-checkers, enfin tout ce qui est debunker, sur tout un tas de sujets. Il y a notamment des organismes qui s'occupent, alors là je parlais du Covid, des problématiques en matière de santé, des problématiques en matière d'environnement, ce qui est aussi un sujet en matière de désinformation et de complotisme qui explose. On a aussi, toujours en matière de transparence vis-à-vis de l'utilisateur, un sujet aussi que l'utilisateur sache à peu près, même si on ne va pas demander à la plateforme d'expliquer à l'utilisateur exactement quel est son code de recommandation, parce que de toute façon, même nous, on ne comprendrait pas. En tout cas, l'idée n'est pas là, mais de dire, voilà, que l'utilisateur sache à peu près, ne serait-ce que si quelqu'un a payé pour qu'il voit ce contenu. C'est-à-dire que si un contenu est sponsorisé, si quelqu'un a payé, et s'il s'agit d'un contenu en lien avec une élection, par exemple, en tout cas en lien avec un débat d'intérêt général, que ce soit particulièrement montré que quelqu'un a payé pour que l'utilisateur, enfin pour que ce contenu remonte. Donc ces aspects de transparence, voilà, sont essentiels, en tout cas de compréhension, encore une fois, de règles du jeu. Bon, alors après, je pense que je peux vous renvoyer à notre rapport, à nos 3 rapports sur la désinformation, et on publiera le prochain d'ici la fin de l'année, qui en fait permettent aussi de façon itérative d'avancer avec les plateformes, donc de leur demander. Alors, on n'a pas de pouvoir de sanction sur le sujet, on est vraiment sur quelque chose comment dire, de pur, pardon pour l'anglicisme, mais ça existe, je crois pas qu'il y ait l'expression en français, mais de name and shame, et vraiment de dire voilà, un tel et un tel et un tel, enfin telle et telle pratique sont plutôt des bonnes pratiques, d'autres sont plutôt des mauvaises, et en fait ça permet de faire avancer année par année le dialogue avec les plateformes, et notamment en matière de transparence, parce que cette transparence vis-à-vis non seulement du régulateur, mais aussi de la société civile et de la recherche, et ça j'en parlerai enfin voilà, je vais laisser la parole et on en reparlera plus tard si besoin, et indispensable. Et une dernière chose peut-être, et après j'arrête, une dernière chose peut-être, c'est qu'en matière d'éducation média, des utilisateurs vis-à-vis de l'utilisation des plateformes, alors nous on demande aux plateformes, ça fait partie des obligations de moyens, de dire ce qu'elles font en termes d'éducation média, et dire aussi les résultats en fait. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de passer une campagne pour que ce soit un blanc-seing ensuite, de diffuser une campagne au fin fond d'un blog institutionnel, mais de dire aussi voilà combien de personnes ça a touché, rendez compte aussi des résultats de ces actions, et qu'il s'agisse aussi d'actions d'éducation sur les risques et les méfaits que peut avoir l'utilisation de la plateforme en tant que telle. Sachant que là, alors c'est pareil, il y a un concept qui est l'empouvoirment. Je suis désolée, je ne connais pas la traduction en français, je ne veux pas refaire un anglicisme. L'empouvoirment des utilisateurs, qui est, je pense, un utilisateur sur la plateforme, en fait, il est encore une comme devant une chaîne de télévision ou une station de radio, il est acteur, donc il est à la fois potentiellement victime, mais aussi acteur, c'est-à-dire qu'il est pas, comment dire, passif. Donc c'est aussi, pour le voir de façon plus positive, l'idée aussi de lui donner, lui rendre le pouvoir, et lui donner la possibilité aussi de comprendre, encore une fois, quelles sont les règles du jeu, de reprendre la main et d'agir sur Merci Lucie. Alors je crois me rappeler qu'on parle d'encapacitation, mais c'est un terme fort saillant, bien sûr. Alors la liberté d'expression au cœur de la régulation, la liberté d'expression comme ferment de la démocratie, ça pourrait être tout un autre débat. Je propose de donner la parole à Chani, donc la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Et la DILCRA donc travaille justement sur cette encapacitation.
Fanny, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ouais, alors est-ce que vous m'entendez? Ok. Contorsionniste, mais en même temps, c'est un peu absurde de me lever. Je vais tenter comme ça. Donc oui, effectivement, moi, c'est important de dire précisément d'où je pars, c'est-à-dire donc la délégation interministérielle qui lutte contre, je ne vais pas vous répéter tous ces phénomènes. Et donc effectivement, nous, en fait, sur les questions qui nous concernent, il y a un problème? Ah. C'est mieux comme ça? Ok. Désolée, ça devait être très désagréable. Donc tout ça, c'est parti d'un constat, enfin d'une prise de conscience double qui a été un peu tardive au niveau des pouvoirs publics, mais qui a au moins le mérite d'exister. La prise de conscience, je dirais qu'elle est double. Elle se passe au niveau quantitatif, sur concrètement ce que représente la haine en ligne et la désinformation, parce que, comme vous le savez, ces deux phénomènes sont vraiment corrélés. Je dirais que la période du Covid a été vraiment un marqueur à ce niveau-là. D'abord, on a vu voilà, le terme d'infodémie qui a été créé par l'OMS. Et puis, il y a eu une étude de l'Institute for Strategic Dialogue, qui est un think and do tank, et qui était qui arrivait à un moment où on avait encore très, très peu d'études. Malheureusement, on en manque encore aujourd'hui. Mais on avait vraiment très peu d'études à ce moment-là, quantitatives, sur ces questions-là. Et effectivement, on s'est rendu compte que, voilà, donc concrètement, pendant la période du Covid, il y a eu effectivement l'émergence de théories du complot, etc., et que ça s'est aussi associé à la stigmatisation de certaines minorités, dont la minorité asiatique depuis le début du Covid, de la période de Covid. Et après, sur le tard, il y a eu d'autres formes de haine, comme par exemple l'antisémitisme en marge des manifestations anti-vax. Et puis à côté de ça, il y a eu vraiment une prise de conscience plutôt sur l'aspect qualitatif, c'est-à-dire vraiment sur l'impact. Et voilà, en fait, concrètement, on a arrêté à un moment de décorréler ce qui se passait en ligne de ce qui se passait hors ligne. On a compris qu'il y avait un impact et que de toute façon, voilà, on a cassé ce mur factice qu'on avait érigé pendant trop d'années. Et malheureusement, ce qui a amené à ça, c'est pas forcément que des événements très positifs. On a eu des attaques terroristes qui ont été perpétrées par des personnes qui se sont nourries en ligne, qui ont eux-mêmes écrit des messages en ligne. On a eu le doxing de Samuel Paty, et on a eu des personnes qui ont... il y a une chose positive, c'est-à-dire l'émergence la parole s'est libérée de plein de victimes de cyberharcèlement, notamment dans l'univers du jeu vidéo récemment, vous avez dû le voir. Mais bon, ça vient forcément d'événements très négatifs. Et il y a des événements très, pour le coup, dramatiques avec le suicide de personnes, et dont des mineurs. Je n'ai pas besoin de vous donner cette information, je pense que vous l'avez en tête. Mais donc, tout ça a fait que les pouvoirs publics se sont emparés de la question de façon très concrète. Et comment ça commence en général quand c'est le cas? Par des lois. Donc vraiment, il y a une réponse législative assez immédiate. Une première loi, je ne vais pas vous faire toute la liste, c'est promis, on est en fin de journée, mais voilà, il y a eu une loi en 2020, puis une autre loi en 2021. Là, d'ailleurs, il y a eu une succession de lois françaises en réalité et je sais que l'ARCOM les connaît par cœur, mais on a en ce moment même un projet de loi qui est sur la table. Et puis, il y a surtout, on est arrivé surtout à cette réglementation européenne qui est essentielle, parce que en réalité, vraiment, s'attaquer à ces questions-là sous un angle national, c'est juste absurde. Donc, il fallait vraiment, essayer de prendre un petit peu plus de recul et travailler tous ensemble sur ces questions. Donc, concrètement, la DILCRA, elle est pleinement investie sur la bonne implémentation de ces réglementations, et surtout la réglementation européenne qui vient avec un tas de challenges. Désolée pour l'anglicisme. Je fais que des anglicismes en général quand je parle. Mais donc, vient avec un tas de challenges, j'assume, qui vont être complexes, mais extrêmement importants à affronter. Donc, l'idée de, effectivement, l'empowerment, vraiment, j'arrive pas à ce terme, cette traduction française, désolée. Mais pour nous, c'est essentiel, parce qu'à côté des réglementations, c'est très bien les réglementations, mais on sait très bien que c'est pas ça qui va régler le problème dans sa globalité. C'est un problème qui est protéiforme, et on est persuadé à la DILCRA qu'il y a vraiment quelque chose à faire, qui va se passer un peu plus sur le long terme, et effectivement, qui est vraiment du niveau de la sensibilisation et de l'éducation sur ces questions, mais vraiment au-delà de ça, l'idée
d'impulser vraiment des nouveaux réflexes, en fait, des réflexes civiques en ligne qui n'existent pas concrètement, d'essayer de faire que les internautes en général, et toutes générations confondues, c'est important de le dire, c'est pas que les jeunes qui sont problématiques en ligne, mais donc que toutes les générations confondues, tous les internautes endossent à un moment donné leur rôle de citoyen en ligne, c'est-à-dire que ce rôle, il est tout sauf passif. Quand on est face à des contenus haineux, on a tous une responsabilité. Il y a plein de choses à faire. Hein. On peut soit signaler, on peut parfois liker un commentaire. Les commentaires qui défendent les victimes, ça peut aussi être une façon de réagir. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Mais en tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment montrer, voilà, faire connaître toutes les pratiques possibles et dire qu'il faut absolument agir d'une quelconque manière que ce soit. Et pour ça, on lance un certain nombre... Pardon. On travaille avec la société civile énormément. Donc, à la fois, on soutient des projets sur le terrain, parce que c'est eux qui sont en première ligne très clairement sur ces sujets. Et à la fois, on crée des projets avec eux. Et l'idée d'avoir vraiment tout le monde autour de la table, c'est hyper important pour nous. Donc, notamment là, et après, promis, je vous laisse tranquille. Parce que moi, je ne sais même pas, mais j'ai plus aucune notion du temps là. Mais en fait, mais j'ai quand même envie de vous parler de ce projet parce il s'est extrêmement bien passé. Et c'est bien aussi, quand on parle de plein de choses négatives comme là, de faire un focus sur les choses positives. Et en l'occurrence, c'est un projet de promotion du civisme dans l'univers du jeu vidéo qu'on a lancé avec une quarantaine de partenaires. Donc, on avait des éditeurs de jeux vidéo, des représentants des réseaux sociaux, des associations de lutte contre la haine en ligne, des experts du numérique, des joueurs et des joueuses et des étudiants et des étudiantes. Et donc, toutes ces personnes, on les a mises autour de la table et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire voilà, quel projet on peut créer tous ensemble qui soit positif, proactif pour justement impulser ces nouveaux réflexes civiques. Et donc, on a décidé de créer un tuto. C'est donc les joueurs qui ont choisi le terme de tuto. Et donc, c'est concrètement un tutoriel de bonnes pratiques en ligne. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, on l'a pensé pour le jeu vidéo, mais il est tout à fait déclinable pour tous les cyberespaces parce qu'on sait très bien que, voilà, ce qu'on trouve... On trouve les problématiques dans à peu près tous les cyberespaces. Mais voilà, concrètement, on a à la fois dans ce tuto une explicitation de ce qui est la toxicité en ligne, à quel moment ça devient vraiment problématique et en fait illicite. Et surtout, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement quand on est victime ou quand on est témoin. Parce que ces éléments venaient à manquer. En tout cas, c'est ce que nous faisait remonter donc tous ces étudiants, ces joueurs, etc. Et donc, en fait, on a créé cet outil qu'on a vraiment laissé les joueuses et étudiants piloter. Donc, il y a tout un tas de mots qui sont un peu du chinois. Maintenant, moi, personnellement, après 1 an et demi, je pense que je suis devenue un peu une geek du jeu vidéo, mais qui était du chinois à l'origine. Et donc, l'idée, c'est qu'on l'a vraiment laissé tel quel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'a priori, il va se retrouver sur le site du gouvernement. Donc, c'est assez cocasse quand même. Là, vous ne l'avez pas sous les yeux, mais c'est vraiment un tutoriel qui reprend tous les codes du jeu vidéo. Et ensuite, on s'est dit, OK, maintenant, comment on le déploie? Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait faire des campagnes de sensibilisation par les étudiants. Enfin, on les a fait penser, les campagnes, et ensuite, on les a retravaillées ensemble. Et donc, les campagnes sont très drôles, vraiment innovantes. Enfin, elles sont super. Elles ont été adoubées par tous les gens à qui on les a présentées. Et en fait, elles renvoient vers le code de conduite. Mais attention, parce que, évidemment, si c'est le gouvernement qui diffuse ces campagnes, j'ai pas besoin de vous dire comment elles seront reçues. Donc, l'idée, c'est que ce sont les associations de lutte contre la haine en ligne qui vont diffuser ces campagnes, qui sont de toute façon plus habilitées à le faire concrètement. Et donc, ils vont diffuser ces campagnes, et ces campagnes renverront vers le code de conduite qui, lui, se trouvera donc sur le site gouvernemental. Et ça, c'est marrant, pour la petite anecdote, c'est les étudiants qui nous ont dit, et les joueurs, qui nous ont dit que c'était important que ce soit sur le site du gouvernement, justement pour que ce soit, en fait, pour qu'il y ait un tampon voilà, faut que ce soit un peu solennel, quoi. Et donc voilà. Voilà, donc juste pour finir là-dessus, c'est vrai que nous, on est vraiment, là-dessus, on est très alignés, Arcom, CNUM, sur l'idée qu'il faut que tout le monde soit autour de la table et il faut absolument s'organiser de façon collective et surtout autour des nouveaux challenges que représente notamment la réglementation européenne, qui fait qu'il va falloir donner plus de pouvoir. J'ai fait un effort. Aux associations, les aider à devenir plus professionnels dans le signalement, parce qu'il y a plein d'angles morts, il y a plein de réseaux sociaux sur lesquels malheureusement il n'y a pas assez d'associations qui
qui font du signalement, c'est très concret. Mais par exemple, voilà, donc sur Facebook, Twitter, Instagram, on va dire que voilà, il y a pas mal d'associations qui le font. Mais sur Reddit, Discord, même TikTok, par exemple, on voit qu'il y a très peu de signalements qui sont faits auprès de Pharos, la plateforme officielle de signalement du gouvernement, et même des plateformes elles-mêmes. Donc vraiment, il y a plein de trous dans la raquette qu'il va falloir combler au fur et à mesure. Je ne sais pas si, voilà, si on va y arriver avec nos petites mains, mais en tout cas, c'est sûr qu'on est sur le dossier. Merci beaucoup, Chani. Alors effectivement, tutoriel auprès de la communauté du jeu vidéo impliquant les publics immédiatement. Je pense aux travaux du Conseil national du numérique, aux itinéraires numériques qui justement appelaient au débat ces derniers mois. Et cette réflexion qui porte sur l'inclusion de la société civile et de la recherche plus largement. Jean, comment est-ce que vous le percevez après quelques mois d'itinéraire et comment est-ce que vous voyez justement cette collaboration entre les parties prenantes? Ouais, merci beaucoup. Il vient Vinterf après ou pas? Non mais sérieux, il vient à distance, non, mais dans quelques minutes. Dans quelques minutes. Ok, non, je vais le faire en 3 minutes, ça va être très court. Merci beaucoup, d'autant que le message, je crois, l'année dernière, en fait, n'a pas tellement changé. Non, je rigole. L'année dernière, j'avais été croqué avec un pied de biche en train d'essayer d'ouvrir un coffre-fort. Peut-être, voilà, pour... Ok, le Twitter, très bien. Bonne super. Ok, bah écoutez, on va y aller. Voilà. Donc, non, en gros, la chose est très simple. Et merci beaucoup, Chani, pour la transition. Et merci, Lucien. Et je voudrais rebondir aussi sur ce que tu as dit tout à l'heure pour répondre au sujet de la dissertation auquel on doit répondre. Oui, Internet, en fait, est partout autour de nous. C'est même peut-être plus que ça encore. C'est un état d'esprit, finalement. Et pour répondre à la question de savoir comment se protéger, finalement, Internet apporte dans son état d'esprit, j'oserais dire, des réponses fondamentales. Et il en apporte une première qui est cette ouverture, finalement. Et cette capacité de tous à participer à la résolution de problèmes, qui que nous soyons, pardon. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il nous faut garder à l'esprit quand on vient dessiner les règles, en fait, qui seront applicables à d'autres strates, en fait, des services en ligne, en particulier pour les réseaux sociaux. Donc, cette régulation, elle nous paraît aujourd'hui d'une importance considérable. On ouvre aujourd'hui un chapitre de potentiellement plusieurs décennies, en fait, dans la construction de cette régulation, de la même manière que l'on sort d'un chapitre qui a duré probablement 25 ans, en fait, depuis le Decency Act ou la directive e-commerce. Donc, il faut vraiment avoir cet esprit en tête alors que l'on aborde une nouvelle vague, en fait, de régulation dans l'environnement numérique. Cette régulation ouverte, elle se fera très probablement un petit peu à la manière dont chacune et chacun, on a essayé de la pousser de chacun de nos points de vue. Et puis ces derniers mois tous ensemble, et c'était vraiment un très grand plaisir de pouvoir partager ces tables avec toute la société civile, avec le monde de la recherche, avec parfois des gameuses, des influenceuses ou autres, qui venaient témoigner, qui venaient parler avec les réseaux sociaux directement, qui venaient trouver des réponses. Parfois, nous a-t-on dit, plus de réponses qu'en médiation judiciaire. Voilà, dans ces formats un petit peu comme des feux de camp, en fait, où on était tous autour de la table à parler, quels que soient nos titres, du même point de vue, de la même chaise et au même niveau. Donc, ça, c'était vraiment fondamental et c'est, je pense, un esprit qu'il nous faut insuffler pour l'avenir. Cette régulation ouverte, elle doit aussi avoir une perspective. On ne fait pas de la régulation comme ça sans finalité. Il y a toujours un but qui est poursuivi, quand bien même il s'agirait d'instances de régulation indépendantes ou autres. Il y a toujours une finalité dans notre action. Et cette cause que j'ai envie de défendre, en tous les cas pour ma part aujourd'hui, c'est celle des réseaux ouverts. On doit vraiment penser aujourd'hui les réseaux sociaux, si on pense qu'aux réseaux sociaux, de manière ouverte. Et de la même manière que l'on a toujours pensé en fait Internet. Et quand je dis on a toujours pensé Internet, c'est notamment ici, dans cette salle, avec le FGI et tous les acteurs. Et c'est cette logique-là qu'il nous faut appliquer aujourd'hui aux réseaux sociaux. Ce n'est pas possible de penser encore ces espaces comme des espaces fermés, sur lesquels, et désolé, je me répète pour ceux qui m'ont déjà entendu porter ce message-là, sur des espaces fermés, sur lesquels seuls les détenteurs en fait, des réseaux sociaux ont la capacité d'innover. C'est une anomalie. C'est une anomalie, en fait, dans l'histoire du numérique. On a toujours pu innover sur l'innovation des autres. Et c'est comme ça qu'on résout les problèmes.
Et aujourd'hui, ce n'est pas possible sur les réseaux sociaux. Donc moi, ce à quoi j'appelle aujourd'hui, et probablement je continuerai à appeler pour ça pendant encore 5, 6, 7, 8 années, puisque c'est le temps qu'il faut pour que les choses parviennent à leurs résultats. C'était la même chose avec la neutralité du net, c'était la même chose avec le DSA et le DMA. Voilà, ça a mis nombre d'années à diffuser. C'est le dégroupage, et j'ose dire ce terme ici, puisque c'est une assemblée peut-être qui est familière avec ce terme, le dégroupage des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont des infrastructures aujourd'hui qui sont plus ou moins essentielles. On ne va pas être trop rigoureux sur la définition du terme, mais ce sont des infrastructures qui doivent être ouvertes à l'innovation et au choix de l'utilisateur. Et c'est ainsi qu'on pourra se protéger. Et c'est cette même logique collective, au fond, qui doit présider à la régulation, qui doit présider aussi aux remèdes potentiellement techniques et sociétaux que l'on pourra appliquer aux réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, cela n'est pas possible. On ne peut même pas choisir en fait le fond d'écran, on ne peut pas choisir le moteur de recherche dedans, etc. etc. Et j'exagère, je force le trait, je sais bien qu'il y a eu des applications tierces. Fut un temps, peut-être il faudrait dire maintenant que toutes les API progressivement se ferment les unes après les autres. Mais oui, apaiser en fait les réseaux sociaux et encadrer cette ouverture des réseaux sociaux, ça se fait, on sait le faire. Dans d'autres régulations, on sait le faire. Et peut-être qu'il y a une bascule à faire aussi de la régulation sociétale à la régulation économique. Parce qu'en effet, il y aura des questions de coûts. Il y aura des questions d'interaction entre des opérateurs économiques. Comme aujourd'hui, on va devoir régler en fait les interactions entre les prestataires d'applications et les fournisseurs de systèmes d'exploitation. Mais on voit bien combien est-ce que ça peut être un univers qui peut être prolifique. Aujourd'hui, ça nous paraîtrait complètement absurde de n'avoir qu'une application de messagerie sur notre tête, parce qu'une application de messagerie, en fait, apporte trop peu de fonctionnalités, trop peu d'imagination, trop peu de créativité. C'est sur ça qu'il faut nous fonder pour nous protéger toutes et tous, en fait, sur notre capacité de création et d'imagination. Merci beaucoup, Jean. Alors, je crois qu'on me dit en régie et que Nicolas et Claire-Mélanie me disent que Vint quelque part est arrivé, mais je vois qu'il fait non, en fait, là-haut. Donc, alors, j'ai un petit doute parce que je vois Vint en ligne. En tout cas, je vois la photo, le distanciel. Voilà, manifestement. Il faut qu'il active son micro. Et donc, je vais laisser la parole à Claire-Mélanie. Ce sera plus simple. Juste le temps que le micro s'active, peut-être vos échanges me font penser que dans la littérature et tout média, finalement, tout support est à la fois liberté d'expression et support de haine. On pense aux pamphlets, on pense à la querelle des anciens et des modernes au XVIIe. On pense également à Cyrano de Bergerac, qui était aussi auteur et qui se représente en train d'être poursuivi pour des propos libres dans les États et empires de la Lune et du Soleil au XVIIe siècle. Le micro est-il ouvert maintenant? Toujours pas? Je peux continuer à parler littérature si vous voulez, mais je vais peut-être dire que nous allons donc accueillir Vinton Cerf autour de 3 questions qui vont nous permettre de dessiner son point de vue sur un certain nombre des enjeux que nous avons pu évoquer aujourd'hui. Je le saluerai bien entendu en anglais et je poserai les questions en français. Il y aura une traduction évidemment pour Vinton Cerf dans l'espace de chat la visio. Je pense que ça a été fait. Est-ce que peut-être avec la caméra et le langage des signes, ça peut aussi marcher? En termes d'inclusion, ça pourrait être pas mal. L'ambition 2024 du FGI. Ah oui, c'est pour ça. Ouais. Ouais. Is this working now? Can you hear me? Yeah. Hello, Vinton Cerf. We are very pleased to have you here today with us in the
forum, French forum on the internet governance. If you agree, I will proceed with 3 questions. Yes, please. Okay, it's fine for you. Okay. Les poser en français, but you will have the traduction in the chat, I think. Yes, that's fine. Okay, thank you. So actually, I'm not seeing the public chat because I'm not sure I see where to display that. I can send things to it, but I'm not sure I see how to display it. I will ask a question in French and in English. It's okay. Okay, no Yes, problem. je ne parle pas français, which is very embarrassing. Ok, no problem. Pendant cette session du FGI, nous avons échangé sur les grands enjeux actuels, intelligence artificielle, cybersécurité, les risques accrus de fragmentation. Comment voyez-vous ces enjeux et souvent appréhendés en termes de risques, et restez-vous optimiste sur la pérennité d'un Internet ouvert auquel vous avez beaucoup contribué? Et là, l'assistance va voir ma qualité de traduction. During this edition of the French Internet Governance Forum, we discussed the ongoing trends, artificial intelligence, cyber threats, accrued risks of fragmentation. What are your views on the ongoing trends with the Internet? Are you optimistic about the future of the open Internet that you have so much contributed to create? Well, I continue to be an optimist. And by the way, thank you very much for that translation. I appreciate it. But I think we are all challenged by the fact that the internet as a platform and the World Wide Web that sits on top of it and all the applications that go along with it are sometimes abused by people who have their own interests at heart and not necessarily ours. The consequence of this is that the harmful behaviors that we see have triggered a huge amount of discussion about regulation, and legislators are understandably trying to protect their populations from online harm, and they want to pass laws or regulations that will somehow protect people. And the problem that technologists have is that some of the regulations that are proposed have the potential to interfere with the internet in a way that fragments it or that blocks freedom of the flow of information, our ability to index and discover content and to exchange information with each other. And even though these are all well-intended, they are often either literally unimplementable, or if they were implemented, they would diminish the value of the network. And so I see the technology community as having a responsibility and an opportunity to work together with regulators in order to identify means and methods by which these protections can be achieved. And I frankly only see 3 different ways of dealing with these problems. The first one is to use technical means to prevent the harm from happening. For example, we use cryptography in order to protect privacy. That's an example of using technology to prevent the exposure of information that wants to be kept private. When those technical methods don't work, then we have to turn to regulatory approaches and law enforcement. And we say to the general public, if we catch you doing these things, there will be consequences. Of course, we don't catch everyone. And by the way, some of the problems are international in scope, and so we have to have a common agreement between countries to do cooperative law enforcement. And of course, not everyone will agree with all the possible terms and conditions, but we clearly do need international cooperation. And the third thing we could do is simply tell people, don't do that, it's wrong. And even though that sounds weak, if we can establish in our societies norms of behavior that protect people from harm, that can be a very powerful thing. Just like gravity is a very weak force, but when you have enough mass, it holds the planets in orbit. So those are the kinds of things I think that we should be striving for. And it is not easy. This is hard work, and it's going to require a great deal of effort on an international scale for us to preserve the value of the internet while we're also trying to protect people from its potential harmful uses.
Your response makes the link with my second question. You recently co-signed a letter which raises concerns about two French legislation, the military planning bill and the bill to secure and regulate the digital space. The letter worries about the provisions empowering French authorities to issue blocking orders to DNS resolvers and browsers. Can you share the risks that you anticipate with these provisions? So, Donc, yeah. vous avez... Je traduis. Yes. C'est bon pour tout le monde, puisque de toute façon, Vinton Cerf nous parle en anglais. Oui. Sorry, go on. Thank you. I appreciate the panel's willingness to accept English as a lingua franca. You should pardon the expression. First of all, our big concern is that actions to block domain names have extraterritorial impact because they are global in effect. So the entire world depends on resolvers and also on name servers to guide them to destinations in the net. So a decision made by the French government or the American government or other governments have potential global impact. The blocking is not the same as seizing. And so what we were urging in that letter is that the legislators consider the alternative to blocking, which is to seize the domain name and direct it to, for example, the appropriate agency, a website run by the appropriate agency in the French government, so that at least people end up understanding that the domain has been seized by which authority and under what conditions, and that way they understand that it just doesn't disappear. And it's an opportunity, frankly, for the French government to explain its actions and to explain why it has taken them. So we think that it's not appropriate for any particular government to declare that a particular website is bad and to literally block access to it at any layer, whether it's the IP layer or the domain name resolution layer, but rather to seize instead. The big concern here has to do with extraterritoriality more than anything else. I think all of us would like to see governments to cooperate with each other in order to hold parties accountable for their bad behaviors or harmful behaviors. And I hope we can go down this more collaborative path. That's certainly what the Internet Governance Forum has urged over the course of the many years in which it's operated, and that is collaboration to protect the, we'll call them the citizens of the Internet or the netizens all around the world. Thank you. And the final question regarding the vulnerabilities. Internet vulnerabilities are growing, which increases regulation and protection. We just spoke about that. How would you recommend the industry and policymakers to work together to secure Internet while keeping it open? So the first thing I would say is we hope that governments and the private sector and civil society and our academic community, the technical community, would all agree that an open internet where information is able to flow freely is of great value, and that we would like to preserve that capability wherever we can. However, we also recognize that that same freedom has allowed people to mount denial of service attacks, to distribute malware, to execute ransomware attacks, to speak misinformation and disinformation. We all recognize that the platform has been and is being abused. But what I hope, frankly, is that government and private sector and, frankly, the other multiple stakeholders in all of this could confer together, first, to recognize the value that we want to preserve, the features of the Internet that have given it its value, including the economic value which it has delivered on a global scale. But at the same time, recognize what the harmful behaviors are and begin to explore ways in which to diminish those harmful behaviors, to hold parties responsible. A collaboration and cooperation between the private sector and government strikes me as being more constructive than treating the private sector as if it is the party who is behaving badly.
and penalizing it. Rather, let us work together to find solutions that preserve the internet's value while at the same time defending against harmful behavior. Indeed, I think that the principle of openness and openness of the creativity is something that we have heard here today. So this is a place to discuss and to begin to do. Thank you very much, Wintensur, for your words. Well, let me just thank you for your patience while I was trying to get the audio to work properly. You can imagine I was a little frantic. And as second, I thank you for your work and your contribution to the IGF. I will convey this back to the leadership panel. They should know that the IGF in France is working hard to come to constructive ideas that will protect us all while preserving the internet's value. We appreciate that very much, and I look forward to seeing some of you in Kyoto later in the year. Thank you. Merci beaucoup. Merci, Claire-Mélanie. On reprend la table ronde. Quelques minutes encore, alors. Alors, merci à toutes et à tous. Donc, Wintensur, qui était un intervenant à distance de la table ronde, qui malheureusement a dû nous quitter. L'idée ici, c'est bien sûr déjà de donner la parole à la salle et de redonner la parole aux intervenants pour qu'ils puissent d'une part réagir aux propos des uns et des autres, Vint et tous les autres participants, et vraiment, et c'est le cœur du FGI, pouvoir débattre de ces sujets, la vulnérabilité et Internet. Est-ce que vous avez des questions d'une part dans la salle ? On va en prendre quelques-unes et ensuite je ferai réagir nos intervenants. Oui, Manuel Saint-James, maître de conférence à Sorbonne Université. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit sur la difficulté d'innover sur les innovations des réseaux sociaux. Je pense que le problème est un petit peu plus général. Moi, j'ai une position qui est un petit peu radicale, mais que je ne crois pas si idéaliste que ça. Je pense que tout logiciel devrait être open source. Et alors évidemment, ça pose la question du retour sur investissement de ceux qui le développent, mais je voudrais quand même faire remarquer que les brevets sont justement quelque chose sur lequel il y a une législation qui est très simple. Vous déposez un brevet, ça vous protège pendant un certain nombre d'années sur le fait de pouvoir justement le rentabiliser, et puis au bout de quelques années, ça tombe dans le domaine public, et donc tout le monde peut en profiter pour justement l'améliorer. Donc est-ce que vous ne croyez pas qu'il faudrait arriver à instituer quelque chose d'équivalent pour tout ce qui est logiciel, algorithme, etc., qui est qu'effectivement, une entreprise peut rentabiliser son logiciel, sa technique algorithmique, appelons ça comme on veut, mais qu'au bout d'un moment, ça doit être rendu public. Je veux savoir l'algorithme des moteurs de recherche que j'utilise, je veux savoir l'algorithme des réseaux sociaux qui me proposent des choses, etc. etc. Je ne vois pas pourquoi, puisqu'on a fait ça pour la première révolution industrielle, on ne pourrait pas pour la deuxième. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a une autre question en bas. Merci. Sébastien Bachelet, avec une autre casquette ici, je suis dans mon petit village en Bourgogne, président du centre social, et dans le centre social, il y a France Service. C'est un élément très important, mais je crois qu'il faut aussi faire le lien entre France Service, les conseillers numériques France Service et tout le travail qu'on peut faire de formation autour du numérique ou d'information autour du numérique, qui n'est pas la même chose que France Service en tant que tel. Il faut les deux. France Service, c'est pour aider les gens à remplir les tâches administratives, alors que ce qu'on aimerait bien, c'est qu'ils deviennent indépendants, autonomes, et pour ça, c'est pas France Service qui s'en occupe, c'est les équipes de formation qui sont autour. Mais une des choses qui me gêne beaucoup dans France Service, y compris si j'en ai un sous ma responsabilité, c'est que de plus en plus, on dit France Service va remplacer les services publics, alors qu'il faudrait qu'en même temps, on se batte contre la fermeture des services publics et éventuellement leur réouverture. Mais malheureusement,
tout ce qui est dit autour de France Service, c'est allez, vous allez tout faire. Et demain, on va fermer la poste, demain, on va fermer parce que France Service sera là. Alors, il faut qu'on fasse très attention, je pense, dans l'avenir, parce que s'il n'y a plus les services publics, on sera de plus en plus mal dans nos campagnes et vraisemblablement dans un certain nombre de villes aussi. Merci beaucoup. Je vois également une question, peut-être une ou deux questions, et ensuite je redonnerai la parole aux intervenants. En haut à gauche. Oui, bonjour, merci pour ce panel qui aborde des sujets extrêmement importants. Je voudrais aussi rebondir sur la question de la dématérialisation et même pousser un peu plus loin en disant que j'ai quand même le sentiment que aujourd'hui, l'action publique de l'État n'a qu'en partie pour effet de lutter contre un certain nombre de problèmes, dont on a parlé aujourd'hui toute la journée, mais par ailleurs contribue à créer des formes de dépendance à un certain nombre d'outils et de technologies dont on vient de dire à longueur de journée qu'elles posent un certain nombre de problèmes en matière d'accessibilité, de respect de la vie privée, et de tout ce qu'on veut. Or, dans une situation, par exemple, où on a des services publics qui ne sont pas accessibles, ce qui est quand même relativement grave, et qu'apparemment c'est une majorité d'entre eux, dans quelle mesure est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a là des formes de discrimination interdites par le droit, et dès lors, comment développer une stratégie, une action de l'État qui, au lieu d'encourager la dépendance à des technologies dont on sait qu'en l'état actuel de ces technologies, elles ne sont pas toujours conformes à diverses règles de droit, comment est-ce qu'on peut encourager ou obliger l'État à, d'une part, respecter les obligations en matière d'accessibilité, par exemple, et arrêter de créer des systèmes dans lesquels, par exemple, aujourd'hui, si vous allez dans une petite gare de campagne où il n'y a pas de guichet, il n'y a rien, en gros, il faut avoir un téléphone Android ou iPhone pour acheter des billets de train, quoi. Enfin, je simplifie un peu, mais voilà. Bon. La question, c'est quelle stratégie adopter pour que le droit soit finalement appliqué au lieu qu'on encourage des dépendances à des systèmes qui ne le respectent pas toujours. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Si ce n'est pas le cas, je propose de redonner la parole aux intervenants très brièvement pour répondre d'une part à ces questions et réagir s'ils le souhaitent. Je vais faire ça très simplement. Chani. Oui, alors moi, je me sens pas du tout apte à répondre à aucune des questions, je suis désolée, même si elles sont très intéressantes. Oui, ce qui me vient à l'esprit déjà pour conclure, en ayant écouté toutes les personnes qui étaient avec moi sur cette table ronde, c'est très clairement qu'il faut qu'on travaille tous ensemble, et c'est déjà assez le cas, hein, mais c'est évident qu'il va falloir d'autant plus qu'on est tous sur des sujets qui sont finalement très complémentaires. Sur ces questions. Voilà, donc, comme je vous le disais, avec le CNUM, on a vraiment participé aux travaux du CNR et c'était essentiel. Et je dois dire que voilà, le format, la façon dont Jean a géré vraiment toute l'organisation et du début à la fin et les recommandations qui j'espère vous arriveront. Enfin, voilà, c'était vraiment quelque chose d'assez inédit, donc c'était important que ça se passe. On travaille aussi très bien avec l'ARCOM et je sais qu'on va avoir de nombreuses occasions encore. Et ce qui est très bien, c'est que l'Observatoire de la haine en ligne a repris, donc c'est aussi des occasions pour tous se retrouver. Avec le Défenseur des droits également, on travaille très régulièrement, notamment autour de l'élaboration de nos plans nationaux. Et avec la CNIL, nos relations sont en train de devenir encore plus importante et on est en train normalement, on va signer un partenariat nouveau. Voilà, et après, je pense qu'il faut juste garder en tête, parce que là, on a parlé des problématiques actuelles et évidemment, il y en a encore à venir.
J'ai pas du tout envie de finir sur quelque chose de trop négatif, mais c'est vrai que voilà, là où on a été très en retard à plein d'égards et on est en train d'essayer un peu de rattraper les trains, bon, bah, il y a des choses qu'on peut anticiper aujourd'hui, en tout cas qui sont déjà en train de se produire et donc très clairement, il faut au moins voilà, les penser et imaginer un cadre. Je pense forcément au Web3, de toute façon on en a déjà pas mal parlé, mais c'est vrai que cette idée de décentralisation elle est intéressante. Alors après elle peut venir aussi avec des dérives potentielles en termes de modération. Je suis obligée de reprendre ma casquette sur ces sujets, j'avoue que ça fait toujours un petit peu peur, mais donc en tout cas c'est là, ça arrive. Il faut qu'on le prenne en considération et qu'on puisse y répondre. Il y a toute la question des IA génératives et notamment des deepfakes, voilà, qui posent des vraies questions, qui représentent un réel enjeu en matière de lutte contre la désinformation. Il y a toute la question de la justice qu'on n'a pas tellement abordée, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet parce que aujourd'hui, voilà, quand on voit les cas qui ont été très médiatisés, que ce soit l'affaire Mila, Oshi, Edith Preto, Magali Berda et j'en passe, bon, bah, on voit le nombre de messages de haine qui ont été reçus et c'est vrai qu'il y a un déséquilibre quand on voit le nombre de... Même si au moins ça a le mérite d'avoir eu lieu, il y a eu quand même des procès et des condamnations. Mais effectivement, c'est encore un peu déséquilibré. Donc c'est sûr que là-dessus, il va falloir faire plus, faire mieux. Voilà. Je n'avais pas envie de finir sur quelque chose de trop négatif. Je réfléchis si j'ai pas un peu... Voilà, il y a quand même un peu d'espoir. En tout cas, on a la capacité un peu d'anticiper, donc il faut le faire. Voilà. Et juste un dernier truc, je suis désolée, il est un peu négatif, mais c'est vrai que je voulais l'aborder rapidement, c'est que, parce qu'on parle toujours de l'avancée des technologies sur ces problématiques, mais il n'y a pas que ça. Enfin, à côté de l'avancée des technologies, il y a aussi la façon dont évoluent les discours de haine, et ça, c'est un vrai enjeu dont on a déjà parlé au sein de l'ARCOM. Il y a vraiment aujourd'hui des stratégies de contournement. Moi, par ailleurs, j'ai cofondé une association de lutte contre la haine en ligne il y a 4 ans et demi maintenant, et j'ai vu la différence sur le terrain, vraiment. Au début, on avait des messages de haine extrêmement explicites et c'était très facile de les trouver et donc de les signaler, même si la modération était loin d'être parfaite déjà. Mais aujourd'hui, on se retrouve face à des contenus qui sont vraiment de la zone grise, en fait, à 80%. Enfin, je donne c'est complètement aléatoire comme... Mais voilà, c'est vraiment énormément de contenus qu'on retrouve sont de cette zone grise avec plein de stratégies de contournement. Donc voilà, il faudra trouver des solutions par rapport à ça. Et j'arrête. Merci beaucoup. Alors, en un mot, on arrive à la fin de la table. Lucile, en un mot, une réaction? Alors, malheureusement, je n'ai pas non plus du tout de réponse à apporter aux questions qui ont été posées. Mais non, peut-être très rapidement, je ne vais pas reprendre ce que disait Chani sur la nécessité de travailler ensemble au niveau des autorités et administrations notamment. Une autorité, une administration ne peut pas tout comprendre et englober des problématiques qu'on peut rencontrer en matière de vulnérabilité sur Internet et de pratiques, contenus, comportements illicites, préjudiciables pour les utilisateurs, etc. Donc, il faut vraiment chacun à sa place, chacun dans son rôle, le juge, les différentes administrations, les différentes autorités travailler ensemble. Peut-être quand même quelque chose en plus, je voudrais juste insister là-dessus, le rôle aussi que peut avoir la recherche et la société civile, mais la recherche dont on a un peu moins parlé, pour notamment mettre au jour sur un temps un peu plus long, et là aussi les autorités ne peuvent pas seules documenter et mettre au jour les problèmes et les dynamiques, hein, tout simplement pour être plus neutre, mais en tout cas sur Internet. Et donc on compte aussi beaucoup sur ce travail, sur cet appui que peut avoir la régulation sur la recherche, et à l'inverse l'appui que les autorités peuvent apporter à la recherche, notamment dans le cadre du DSA. Je vous renvoie, si le sujet vous intéresse, à la synthèse qu'on a fait de la consultation de l'ARCOM sur l'ouverture de l'accès aux données des plateformes au monde de la recherche, pour justement permettre cette mise au jour des problématiques que, à l'œil nu, en observant simplement un réseau social, on a chacun un réseau social différent, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Donc, il faut qu'il y ait de l'ouverture, de la transparence et que le monde académique puisse s'en emparer et documenter ceci. Merci Lucile. Alors, le temps nous étant compté, je propose de donner un mot à Jean.
un mot. Et ensuite, de poursuivre voilà, les c'est ça, questions ouais. au cocktail, Non, mais je voulais rebondir. après la conclusion générale. Merci beaucoup, Chénie, Lucie, pour les mots prononcés. Je pense qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'on était tous un petit peu les représentants d'entités administratives plus ou moins indépendantes. Peut-être qu'il faut nous voir aussi comme, peut-être, et se donner comme message le fait d'être l'État ouvert aujourd'hui, en fait. Et l'État ouvert à toutes et à tous, et ça, c'est vraiment la chose qu'on pourra peut-être garder le plus à l'esprit comme consigne à s'appliquer à nous-mêmes. Et pour répondre à l'observation qui était faite là-haut, que je partage pleinement, souvent on oppose cette idée d'ouverture avec l'idée qu'il pourrait y avoir des modèles économiques d'ailleurs qui vont avec. Je ne pense pas que ce soit du tout le cas, et je pense au contraire que les deux peuvent coexister tout à fait comme c'est le cas depuis le début du libre ou de l'open source, et qu'au contraire, il y aura tout un tas de valorisations possibles demain, et que ça ne doit pas du tout être un frein à l'ouverture de ces écosystèmes aujourd'hui fermés. Merci Jean. Alors je vais paraphraser Sénèque. Jamais notre vulnérabilité, en fin de compte, ne nous effleure l'esprit. Et pourtant, nous avons des craintes de mortels. Merci à tous. Je vais maintenant laisser la parole au comité d'organisation pour la clôture. Merci beaucoup, Lucien.